Pour les textes qui m'ont marqué, je pense que bon, dans ma jeunesse d'abord, j'étais très marqué par Baudelaire et également des auteurs comme Dostoïevski, essentiellement. Et par la suite, plus par des auteurs philosophiques comme Nietzsche ou Heidegger. Bien. Et également, quelqu'un qui pour moi a une importance énorme, c'est un penseur comme Montaigne. Bon, en dehors de cela, il y a également dans la poésie des auteurs grecs comme Odysseus Elitis ou Georges Séphéris, qui sont pour moi des auteurs de référence que j'admire beaucoup. Également, il y a d'autres auteurs, bon, également au niveau du créole. Du créole, les deux grandes figures pour moi de la littérature créole, c'est Sonny Rupert, un Guadeloupéen, Sonny Rupert, et Franck Etienne, Georges Castera. Ce sont des auteurs au niveau de la littérature créole qui m'ont beaucoup marqué. C'est-à-dire que pour moi, le lieu est extrêmement important. Le lieu, en tant que... Mais je suis plus attaché au lieu de mon enfance, qui n'est pas le lieu où j'habite actuellement, plutôt qu'à ce lieu-ci. Ce lieu-ci, je l'habite un peu, bon... Je ne dirais pas en étranger, mais bon, pas vraiment... je n'y ai pas vraiment mes racines. Hein. Et mon lieu c'est le Saint-Esprit, c'est la commune du Saint-Esprit en Martinique. Et c'est là où j'ai passé mon enfance et mon adolescence, enfin, etc. Et donc, c'est là où j'ai été irrigué, en quelque sorte. Irrigué. Et ensuite, ce lieu de la montagne du Vauquin, c'est quand même un lieu important parce que c'est le lieu d'origine de mon père et donc d'ancêtres également. Et ce qui m'y retient quand même, c'est la nature, le calme que je peux y trouver. Le calme. Et puis une certaine magie, bon, que la Martinique perd un peu, je trouve, et qu'on peut retrouver encore dans certains lieux. Et donc ce lieu-ci, c'est un lieu qui garde quand même une certaine magie. Et j'aime beaucoup faire de longues promenades, pas seulement dans le quartier, mais dans la montagne et dans les environs, pour retrouver un peu cette magie de la nature, cette magie de certains mythes antillais, de certains mythes, etc. Et ça, on le retrouve dans cette campagne. Et c'est ce qui m'y retient. Je n'ai pas tellement de souvenirs très particuliers de ma petite enfance. Et disons que je ne me retourne pas tellement vers mon enfance. Ce n'est pas dans... Peut-être parce que je n'ai pas une écriture de romancier. Parce que les romanciers, souvent, sont attirés vers leur enfance et vers les souvenirs. Et je suis plus en prospective, vers les choses qui sont... vers la présence, vers ce qui est présent et puis ce qui est devant. Je suis toujours projeté. Hein, disons. Mais bon, la petite enfance pour moi, c'est quand même les jeux. Et puis
toujours, bon, je reviens encore à cette chose-là, c'est-à-dire que la Martinique, bon, dès les années 50 du XXe siècle, bon, c'est quand même un pays extrêmement magique. Et cette magie-là a disparu, je pense, à partir des années 70-80. Et l'enfance, pour moi, est plus marquée par la nostalgie de cette magie, une magie d'un pays qui avait une forte présence. Et que les choses successivement, je parle de la modernité, les choses de la modernité sont venues abîmer. C'est surtout ce qui me... Et puis il y a également, bon, concernant l'enfance, bon, les contes qu'on pouvait entendre, que les parents pouvaient raconter, ou les grands-pères, ou les oncles, surtout parce qu'en Martinique, on a beaucoup de liens avec les oncles maternels, etc., ce sont eux qui racontent des choses et qui transmettent des choses, ou avec le grand-père, etc., etc. Donc c'est un peu cette ambiance qui peut me revenir quand je pense à l'enfance. Et puis, bon, ces animaux qui disparaissent maintenant, bon, qui étaient extrêmement présents, soit au niveau de la faune, ou bien des oiseaux ces myriades d'oiseaux qu'on ne voit plus, etc., et qui disparaissent. Voilà ce qui me revient de l'enfance. Les souvenirs plus précis que j'ai, parce que j'habitais dans un bourg, dans le milieu d'un bourg. Et à cette époque, il y avait la fête du bourg, c'était la fête de la ville, la fête de la petite commune. Quand on dit la ville, c'est la petite commune. Et au bas de chez moi, il y avait une petite place. Et c'est là que se tenait le damier, ce qu'on appelle le damier, c'est-à-dire le tambour, avec les combattants. Et c'est quelque chose qui... moi, j'étais dans la maison et à l'étage, et pendant toute la nuit, ce damier, ce tambour, il résonnait dans mon cœur et dans ma tête, et je percevais même la sueur de ces combattants, parce que c'était des combats féroces. C'était un jeu, mais en même temps qui pouvait dégénérer à tout moment. Donc on pouvait même de loin, parce qu'enfant on ne pouvait pas s'approcher trop, c'était pas des jeux pour enfants, ou sinon il fallait rester à l'abri, soit dans un balcon, etc., pour pouvoir avoir une vue plongeante et contempler ce qui se passait. Mais souvent ça dégénérait, et ça finissait, bon, quelquefois par mort d'homme. Donc il y avait un côté tragique en même temps dans cette séance. Et il y a également, bon, des choses qui disparaissent, comme ce qu'on appelle le cheval-bois en créole, c'est-à-dire des manèges, mais qui étaient faits qu'on poussait. Quand on était enfant, on descendait du manège pour le pousser nous-mêmes. Et avec des orchestres au milieu, mais des orchestres avec un tambour, une flûte, une clarinette, des choses comme ça. Et nous, les enfants, notre plaisir, c'était de monter sur le manège et puis de descendre pour le pousser. C'était un peu dangereux parce qu'on pouvait être accroché par le manège qui tournait. Donc, voilà un peu les choses qui me reviennent quand je pense à l'enfance. Ce que je peux raconter de l'école, bon, c'est quelque chose quand même, des choses qui sont des choses que tous les enfants ont connues, les enfants martiniquais ont connues à cette époque, c'est-à-dire l'interdit de parler créole. Interdit de parler créole, mais dans la cour de récréation, tout le monde parlait créole. Et c'est assez bizarre parce que maintenant qu'on autorise qu'il est permis de parler créole, les enfants à l'école, ils ne parlent plus créole. Alors, l'interdit jouait peut-être un rôle, peut-être que c'était bien d'interdire de le parler, parce que dans la cour de l'école, dans les jeux, tous nous parlions créole. Et une fois entré dans la classe, il fallait laisser le créole dans la cour, à la porte. Donc et maintenant, quand je passe devant un établissement scolaire, je suis surpris de ne pas entendre les enfants parler créole. Ils le parlent toujours, ils le parlent en grandissant. Mais dans une école primaire, on n'entend même plus parler créole. Et les jeux que nous jouions à cette époque ont disparu aussi. C'était des jeux avec des noix de cajou, avec des cerceaux, toutes sortes de jeux comme ça. On ne voit plus les enfants jouer ce genre de jeu. Il y avait quelque chose de
c'était un pays et une enfance assez sensible. Les choses, tout était sensible, tout était sensuel. On a le sentiment que les gens ont une distance par rapport aux choses maintenant, par rapport à leur propre pays, par rapport à la nature, par rapport... les enfants ne montent plus dans les arbres pour aller cueillir les fruits. Nous étions toujours dans des arbres, en train de cueillir les fruits, etc., etc. Et il fallait vraiment... quand c'était l'heure de manger, du déjeuner, il fallait vraiment qu'on vienne nous chercher parce que nous étions toujours en train de courir dans les savanes et en train à chercher des fruits, à déguster, voilà. Disons que, tel que je l'aperçois, tel que je perçois mon œuvre, mes écritures, c'est quand même une œuvre qui se déploie selon deux axes, mais qui ne sont pas vraiment séparés. C'est-à-dire il y a une partie, la poésie, et puis une partie essai quand même. Ce sont des essais, une partie de réflexion, etc. Mais je dis que ces deux parties-là ne sont pas véritablement séparées, parce que mon œuvre de réflexion intervient et interfère dans mon écriture poétique, constamment, et toujours présente. Simplement, quand il s'agit d'écriture poétique, disons qu'on est beaucoup plus attentif, en tout cas moi, au rythme. C'est ce qui est pour moi le plus important à ce moment-là. Et le rythme doit prendre le pas sur les idées et l'expression des idées, etc. La priorité doit être au rythme. C'est quelque chose de fondamental pour moi dans la poésie. Bon, alors, mon œuvre a commencé avec, comme je le disais, de la poésie créole. Et dans la poésie créole, c'est une poésie qui est fondamentalement basée sur le rythme, sur le son, et c'est le battement du tambour, etc., etc. Ce sont les sonorités qui comptent dans le créole. Et ensuite, j'ai évolué un peu vers une écriture avec deux faces, disons, des poèmes en créole, mais traduits en français à côté. Et là j'opérais, il ne s'agissait pas véritablement de traduction, il s'agissait d'une nouvelle écriture, du même poème, mais à partir de l'original créole, aller vers un rendu, une interprétation du texte en français. À présent, je suis à une troisième phase, si je puis dire, où le texte est écrit en français, mais avec une recherche constante du rythme créole à l'intérieur du texte français, de la syntaxe créole même, la syntaxe, si bien que ça crée une sorte de perte de repère pour le lecteur francophone, uniquement francophone, qui n'est pas créolophone. Ça peut créer une sorte de perte de repère parce qu'il y a des ruptures au niveau de la phrase, parce que le créole n'emploie pas, par exemple, un certain nombre de conjonctions, par exemple, comme que, qui, etc., qui sont nécessaires au français, comme du, de. Donc, il y a, au niveau du rapport de la langue avec le réel, il y a une sorte de contact constant. Il n'y a pas cette construction d'une langue rationnelle comme elle est la langue française, qui se construit à partir de concepts. C'est une langue extrêmement sensible et qui est tout le temps en contact avec, avec la réalité, avec la chose, plus exactement, la chose qu'elle nomme. Et les choses sont nommées un peu comme on peut retrouver dans la poésie chinoise ancienne. C'est curieux parce qu'on retrouve ça dans la poésie chinoise ancienne, où les choses sont les unes à côté des autres, sans conjonction, sans chose qui les relie. Et donc on peut dire l'oiseau, l'arbre, et non pas l'oiseau, l'arbre tenir, etc. etc. Et c'est un peu, ça renvoie également à une sorte de langage enfantin.
le langage de l'enfance ou le langage enfantin, où ce genre de construction, de syntaxe d'une langue très rationalisée comme la langue française n'existe pas. Et donc c'est un véritable travail pour moi de faire en sorte, sans rendre le texte complètement illisible ou rébarbatif, mais d'y introduire ce mouvement et cette vision du monde, plus exactement. Cette vision du monde, parce qu'il s'agit véritablement d'une vision du monde. D'une vision où le monde n'est pas considéré comme un objet qui est regardé par un sujet, mais qui est une réalité propre. Une réalité propre. Et qui n'est pas construite par le sujet. Alors voilà un peu où j'en suis. Et je pense que je suis arrivé à un point où, bon, dès le départ, ma préoccupation constante, c'était une interrogation sur l'homme. Ça a été ça, mon travail dès le départ. Une interrogation sur l'homme. Mais une interrogation critique sur l'homme et ce qu'il faisait. Toujours marqué par une certaine dose peut-être d'illusion ou d'espoir, je ne sais pas quoi dire. Et aujourd'hui, je regarde, j'ai déplacé un peu, mon champ s'est déplacé. Parce que il s'est déplacé parce que l'homme n'est plus au centre de ma préoccupation, mais il est toujours au revers. Il n'est plus au centre. Je veux regarder le monde et non pas l'homme. Hein? Le monde et l'homme à partir de ce que lui, il en fait, plutôt. Ce que lui, il en a fait et ce qu'il aurait pu éventuellement en faire. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui a été façonné par un certain nombre de choses. Pour moi, ce qui est extrêmement important dans le monde dans lequel nous vivons, c'est quelque chose qui s'est passé il y a des millénaires, mais qui a constitué la culture de ce monde. Et cette culture est basée, la base de cette culture, c'est la religion monothéiste. C'est ça qui est le fondement de ce monde. Et je suis en train de m'interroger pour savoir ce que ce monde-là serait devenu si il avait été laissé entre les mains de païens. Voilà ce qui me paraît l'interrogation la plus importante aujourd'hui. Si ce monde avait été laissé entre les mains des païens, est-ce qu'il aurait été dans cet état? C'est vraiment ça le centre de... Parce que les gens ne se rendent plus compte, parce que les gens sont venus plus ou moins incroyants ou athées, etc. Mais le fond, la base culturelle même de ce monde, qui est le monde occidental en quelque sorte, c'est le monothéisme, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien. Mais c'est ce fond monothéiste qui constitue cette séparation du monde, ce projet de l'homme dans le monde, où le monde est considéré comme lui appartenant. Il ne vit pas avec le monde, mais le monde lui appartient, et c'est lui qui le façonne. C'est un peu ça. Je crois que la vision païenne du monde est plus respectueuse du monde. Parce qu'elle considère que l'oiseau, que l'arbre, que tout ce qui peuple ce monde est autant que nous et nous habite et que nous pouvons nous métamorphoser en l'un ou en l'autre. Et c'est ça qui est la richesse de cette vision païenne du monde. Il y a également, quand j'ai commencé, quand je passais, parce que j'ai commencé à écrire d'abord en créole, et ensuite quand je suis passé du créole au français, mais un français qui était quand même créolisé, j'ai beaucoup été touché par l'œuvre de Saint John Perse. Par cet afflux, tout ce mouvement qui me rappelait beaucoup le conteur créole, la figure du conteur créole, avec tout ce mouvement narratif, etc. etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.
Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis beaucoup tourné vers tous les mythes anciens, les mythes amérindiens notamment, les mythes caraïbes, les rituels, les cérémoniels, toute cette littérature qui m'intéresse et sur laquelle je suis en train de faire un travail important d'écriture. Et donc je suis vraiment plongé dans cela et c'est quelque chose de qui non seulement au niveau de l'écriture, parce que là il s'agit surtout d'une certaine vision du monde. C'est surtout au niveau de la vision du monde que ces choses-là m'intéressent et me sensibilisent beaucoup. L'insularité pour moi c'est fondamentalement quelque chose qui me rappelle, qui me fait vivre. Et c'est que ça me, je vis l'insularité comme comme un vécu faillible, en fait, quelque chose de précaire, comme une précarité, comme si on était toujours au bord de quelque chose, comme s'il y avait je dis que les îles dansent au-dessus des failles. C'est une manière de montrer un peu comment je vis cette insularité. C'est danser au-dessus des failles comme le tremblement de terre, les failles de la terre, etc., le volcan, les failles de la terre. Et donc je crois que l'insularité, c'est comme ça que je la conçois, que je vis, c'est une sorte de présence aiguë de la précarité du monde. C'est comme ça que, d'une précarité, de quelque chose qui peut s'effondrer à n'importe quel instant, où tout peut arriver à tout moment. Il n'y a pas cette espèce de côté massif du continent, où on a l'impression d'être bien assis, d'avoir la sécurité, d'être bien campé sur quelque chose. Là, nous sommes toujours en train de danser sur les îles. On danse sur les îles. Et cette danse, c'est un équilibre. On est toujours à la recherche d'un certain équilibre dans l'insularité. C'est comme ça que je le vis. Et il faut passer d'un pied sur un autre. On est toujours dans un mouvement de la danse dans l'insularité. Voilà, c'est fondamentalement comme ça que je vis l'insularité.